Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui présente une chambre assez particulière, interdite, et qui n'est clairement pas pour les enfants. Attends une seconde, c'est pas la chambre de Jack Lang, ça? Alors, pas du tout, mais on s'en rapproche un peu quand même. C'est vous dire comme ça va être assez malsain. Donc... As-tu vu? Les chambres rouges de Pascal Plante. Pascal Plante, ancien nageur professionnel. Ah, c'est sûr, il revient de loin. À la nage. Il a tout d'abord commencé sa carrière de cinéaste en obtenant son diplôme en production cinématographique à l'université Concordia à Montréal en 2011. Une petite minute, il serait pas québécois par hasard? Bravo, c'est très bien tout ça. Tu as gagné un gros cookie. À la suite de ses études, il proposera directement plein de courts-métrages en travaillant même pour des clips et une web-série qui s'appellera Mensonge. C'était la mode à l'époque. Avec ce CV bien rempli, il pourra présenter son premier long-métrage en 2014 qui était un documentaire et qui se nommait La Génération Porn. Quelque chose qui est, ma foi, difficilement trouvable parce que lorsque tu le tapes sur internet, ça t'emmène directement sur des sites X. Attends, tu parles de Twitter là? Parce que vraiment, j'ai rien trouvé. C'est rigolo. D'ailleurs, lorsqu'il ira du côté de la fiction, il se définira comme cinéaste de fiction au regard de documentariste. Ça aura son importance. Et c'est donc par force de persévérance qu'il sortira son premier long métrage en 2017, Les Faux Tatouages. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon, jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut la voir marcher d'un pas long, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs. Une histoire d'amour assez rock'n'roll. Tellement rock qu'il fut nommé dans beaucoup de compétitions et qu'il reçut même des prix au Festival international de films Rhode Island, au Vancouver Film Critics Circle et au Canada China International Film Festival. Peut-être pas les plus connus, mais ça fait quand même son poids en cacahuètes. Puis après ce succès retentissant, il fera très vite un nouveau long métrage, mais qui m'a l'air bien plus personnel et qui a eu le privilège d'être nommé au Festival de Cannes en 2021 avec Nadia Butterfly. Je suis dans le manche papillon. Papillon? Ben plus que... comme ça. Nadia, c'était, tout le monde le savait, ta dernière course. Est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire? Whether you're in the pool, I don't care. Whether you're in the audience, you go harder, all right? Et par la suite, il proposera le film du jour, Les Chambres Rouges, qui a engorgé un grand palmarès de prix et qui offrira un genre assez différent de ses précédents films en allant sur du thriller psychologique. Ce à quoi il pourra enfin sortir chez nous en France et il sera distribué par ESC Distribution. Alors, est-ce que ce film mérite la bonne réputation qu'il a depuis quelques semaines? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je dois dire que pour un début d'année, ça m'a bien secoué. Les Chambres Rouges pourrait être un simple film de procès, comme tant d'autres, mais il va vers autre part, vers une autre sensation plus oppressante, plus lugubre sur ce personnage féminin qui recherche une autre vérité. Mais jusqu'à quel prix? Pascal Plante donne une froideur et une pression dans sa mise en scène, en donnant de longs plans séquences assez lents pour présenter cette affaire qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Rien qu'au début du procès. Il filme l'avocat de la défense pour petit à petit s'en éloigner et se rapprocher de plus en plus vers cet étrange protagoniste qui a le regard vif sur ce tueur présumé. Oui, il y a des preuves quand même irréfutables contre lui, mais il plaide quand même non coupable pour peut-être que ça se termine sur un sans suite. Ah, on est tellement habitués en France. Déjà pendant tout le procès, il fait presque disparaître la couleur pour transparaître une dure réalité très brute. Mais lorsqu'il suit Kellyanne, notre héroïne, hors de cette salle, il donne une colorimétrie plus vive, voire saturée. Sans doute pour complaire cette interrogation sur ce qu'est ce personnage.
personnage. Tous les mouvements de caméra et la mise en scène suivent donc la subjectivité de ce personnage-là spécifiquement. Donc au début, on est vraiment très mathématique, on flotte dans l'espace un peu comme un fantôme. Par la suite, quand Clémentine rentre dans le récit, on est un peu plus débridé, un peu plus naturaliste, un peu plus spontané, disons ça comme ça. Puis ensuite, c'est la paranoïa qui rentre, puis éventuellement même des notions de fantasme, là, vraiment. Là, Kellyanne, elle s'enfonce aussi complètement dans des délires fantasmagoriques. Donc toute la mise en scène, en fait, suit ce chemin psychologique-là. Tout le long du film, on ne sait pas vraiment qui elle est. Est-elle une victime du tueur, une fan, la fille du tueur, une amie de la victime? Jusqu'au bout, on se demandera quel est vraiment son objectif, jusqu'à son final qui dévoile tout. De par son regard, on ne perçoit que très peu sa véritable identité. Bien que je me questionne encore. Il y a une importance du cadre sur l'illusion de ce que l'on voit dans les images et les vidéos. On est à une époque où tout ce qui est montré peut être modifié et le doute est pleinement permis. Et rien qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, on ne verra plus ce qui est vrai ou faux. Puis l'autre personnage féminin du film, Clémentine, est complètement à l'opposé d'elle, qui est plus énergique et qui veut croire en la culpabilité du tueur, mais l'on voit que ses arguments vont dans du sentimentalisme et que je me demande que si ça avait pour but d'essayer d'aller plus en profondeur sur ce personnage. Est-ce qu'elle n'aurait pas vécu une affaire similaire où le coupable n'était pas celui que l'on pointe du doigt? Ou même, est-ce qu'un membre de sa famille a-t-il vécu ce genre de moment-là où tout le monde l'a accusé à tort? La cancel culture. Elle pourrait presque aller dans du complotisme, mais le réal n'essaiera pas de la caricaturer. Il veut essayer de la comprendre sans vouloir la critiquer sur sa position. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas une immense confiance en elle, mais qui devient soudainement très confiante quand vient le temps de défendre quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle a comme soudainement une immense confiance puis une énorme éloquence quand vient le temps de défendre ce tueur-là parce que elle est complètement fascinée, obsédée par lui. Par contre, je pense que dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a pas une grande confiance en elle, qui s'aime pas beaucoup. Donc, quand elle vient en relation avec le personnage de Kellyanne, qui, elle, incarne quand même une prestance avec beaucoup de confiance. Je pense qu'elle devient aussi fascinée par son amie, puis elle l'admire énormément. Puis, sur le découlement de l'histoire, il donne une très grande importance et utilité du dark web. Il présente les horreurs cachées du web, donc ses chambres rouges, mais aussi il essaye de voir qu'il est possible de s'approcher de la vérité en allant dedans. Mais à ses risques et périls. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quasiment la froideur du mal, puis quasiment que ça puisse devenir un genre de modèle d'affaires, tu sais, dans le monde numérique dans lequel on vit. Il faut être un sacré hacker pour ne pas se faire bouffer. Il accentue même le show que peut être ce procès. Rien qu'avec ce moment télévisuel assez hanouna-esque, il montre cette perversité de parler de sujets sensibles pour divertir et faire de l'audimat sans vraiment y comprendre quoi que ce soit. Il y a une conversation, je pense, à avoir sur l'hygiène de consommation d'audiovisuel, puis les pulsions qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Puis ce qui est intéressant, en plus du scénario et de son ambiance, c'est que Plante arrive à donner des scènes assez éprouvantes, mais sans jamais montrer du gore. Rien que les cris des filles nous suffisent à imaginer la scène, et ça peut être très troublant et déstabilisant. La séquence du tout rouge m'a sidéré. L'imagination peut être bien plus terrible que de voir l'action, si bien entendu, la suggestion est bien opérée. L'idée du hors-champ, l'idée de pas voir, ça fait pas que le film est plus facile, je pense. Mon travail de metteur en scène, c'est de créer un univers dans lequel vous allez être un peu attiré. Et là, vous entrez dans un film qui, au début, avant que le langage cinématographique évolue vers quelque chose de plus expressionniste, plus fantasmé, c'est faux parce que c'est fictif, mais je prends un malin plaisir et beaucoup de détails pour vous faire gober que si ça arrivait pour vrai, ben voici à peu près comment ça se déclinerait dans le vrai monde. Mon point, c'est que si on crée un alter ego de la réalité réaliste avec une fiction, on a beaucoup de responsabilités vers la violence qu'on dépeint. Violence faite aux femmes aussi, je veux dire, combien plus on peut en voir, on a envie d'en voir aussi. Mais on joue ensuite avec ça parce que là, tout à coup, ça se passe dans la tête, ça se passe entre le film et la tête du spectateur. Puis c'est là où il y a un dialogue intéressant. C'est là où tout ce que moi, j'ai envie de dire sur le film, finalement, il se fait un peu de façon méta. Si les gens ont envie de voir la vidéo, puis qu'ensuite, ils la voient pas, mais ils la vivent de façon encore plus horrible en entendant, puis ensuite, en étant confrontés à leur pulsion d'eux-mêmes, c'est-à-dire « Ah, j'aurais aimé ça la voir et c'est vraiment bizarre. Comme pourquoi est-ce que j'aurais eu envie de la voir? » Fait que c'est comme s'il y a le spectateur qui a envie d'un film de genre généreux, pulpeux, tu sais, qui veut voir du sang, mais qui a aussi l'être humain qui essaie d'avoir de l'empathie. Puis c'est comme si les deux se chamaillent un petit peu au visionnement du film, je pense. En montrant pas, ça veut pas dire que je m'en dédouane. En fait, c'est presque pire. Je vous jette un sort, puis il va être dans votre tête. Puis après ça, c'est pas facile de se dédouaner d'une image qu'on a conjurée dans notre cerveau. Hein. Pour que Pascal Plante soit
le seul scénariste, ça peut être assez compliqué, mais il arrive à ne jamais nous faire perdre de vue l'objectif principal du film, la vérité de cette affaire, et à faire que tout soit cohérent et plausible. Rien que ces chambres rouges, je ne sais pas si ça existe. Sauf si on va dans le dark web. Mais il arrive à bien décrire ces lieux pour qu'on comprenne bien la teneur de ces accusations. Puis quand on apprend plus en détail ce que sont ces chambres, je ne vous dis pas le malaise que ça m'a donné. Autre chose qui m'a assez troublé, c'est le sound design qui nous oppresse devant tout ça. Même là où vit la protagoniste, il y a quelque chose de macabre à entendre autant le vent. La conception sonore, même des fois, c'est juste d'avoir le bon, ce qu'on appelle un room tone, c'est juste de trouver les bonnes... c'est comme l'air, faut que l'air sonne comme quelque chose. Puis dans ce film-là, il y a eu un vrai travail avec Olivier Calvert, le concepteur sonore, de créer un environnement très froid, même très oppressant, tu sais, comme elle dans son condo, le son du vent, tout ça, ça fait vraiment partie de l'univers un peu anxiogène du récit. Puis ensuite, c'est ça, quand le film devient plus expressionniste, s'éloigne un petit peu du réalisme, ben là, on utilise vraiment là, les cartes sonores pour rehausser finalement l'expérience. Tu sais, c'est intimement lié à l'expérience du spectateur qu'on en fait. Puis même, en fait, moi, j'ai été concepteur sonore par le passé. Je veux dire, le son, c'est vraiment une dimension qui me passionne depuis toujours. Puis c'est le film avec lequel je pense qu'on a pu être le plus expressif puis le plus, peut-être original. Et cette oppression peut aussi être vue sur le choix de tout filmer en 4 tiers qui amène à bien resserrer l'action et à se focaliser sur ce qui est important. Ensuite, parlons de ces comédiens et de ces comédiennes. On a Laurie Fortin-Babin, Elisabeth Loca, Maxwell Macablocos. Mais celle qui marque bien les esprits tout le long, c'est bien Juliette Gariepi qui a une étrange ressemblance avec Anna Girardot. C'est déstabilisant. La cousine du Québec. De par ses yeux de biche, elle perçoit tout ce qui l'entoure pour entrevoir la vérité, même si elle va quand même à des extrémités assez intenables pour l'obtenir. La proie devient le chasseur. Et puis le fait que sa seule relation avant l'arrivée de Clémentine soit avec une intelligence artificielle, ça en dit long sur sa communication avec le genre humain. Ensuite, le domaine du mannequinat nous donne une autre perception d'elle-même très fantomatique sur cette recherche de la perfection. C'était très riche pour moi, ça, en embarquant dans le rôle, parce que Kellyanne, mon personnage, je pense qu'elle utilise beaucoup son enveloppe corporelle, white, able-bodied, like tall, like beauty standard fitting and all that, genre, pour passer à travers le monde avec comme un fantôme un peu. On va pas se douter qu'elle est un monstre, cette fille, tu vois. Elle passe à travers tous nos standards et c'est ça qui lui permet de se faufiler puis d'aller dans les endroits admettons, qui sont privilégiés, genre, ou en tout cas de passer inaperçue. Je pense que pour elle, elle utilise son enveloppe corporelle puis la présence qu'elle a sur, admettons, les plateformes parce qu'elle s'est fait prendre en photo. Il y a comme quelque chose d'un peu... éternelle, peut-être qu'elle essaye d'atteindre en ayant des images de elle comme ça, spectrale, genre un peu ça, je comprends ça. Elle ne perçoit que très peu d'émotions et pourtant, tout le long du film, on se pose la question de ce qu'elle pense, jusqu'à ce qu'à un moment clé, elle dévoile son vrai visage. Elle est vraiment une actrice à suivre. Puis enfin, terminons avec la BO de Dominique Plante. Je pense qu'on est d'accord, ils sont de la même famille. Il a bien planté ses graines. I can't. It's too much. Il avait déjà travaillé avec le réalisateur et pour ce film, il donne dans ce thriller psychologique une partition viscérale aux accents baroques teintés d'étrangeté et de mystère. Cette bande originale intègre tout d'abord un clavecin pour épauler le début de cette affaire, puis un chœur pour petit à petit donner une musicalité plus percutante, tribale, jusqu'à aller à des éléments saturés, à des grondements et des claquements. Comme si on avait un ordinateur en bon état qui au fil du temps devient de moins en moins utilisable à cause d'un virus, jusqu'à voir tous ces pixels désordonnés. D'où cette désorganisation au dernier acte. C'est comme un alliage d'influences très variées. Tu sais, on parlait de musique un peu, bon, baroque ou médiévale, mais avec, bon, il y avait toute la dimension très noise, donc des guitares électriques, quelque chose d'un peu abrasif, qui se mélange aussi à... Il y a un petit côté cyber thriller dans le film, donc évidemment, je pense qu'il fallait quand même mettre des petites touches électronique ou quelque chose comme ça, mais en même temps, bon, bref. Donc, un genre d'alliage très hétéroclite, mais pour X raisons, je trouve que la personnalité du film est intimement liée, je pense, au travail sonore et musical qu'on a fait pour le film. Pascal Plante est allé au-delà de mes espérances sur ce procès et cette enquête lugubre. Il faut s'accrocher, mais c'est déjà un immanquable de l'année 2024. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner.
Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi?